Auditeurs de Diaspora FM 102.3, la nouvelle radio africaine, et téléspectateurs de DEN Télévision, la seule télévision qui éprouve le bonheur d'être à vous. Bonjour ou bonsoir, selon le temps qui vous sourit et bienvenue dans Dimanche Politique. Ce numéro se propose de décrypter pour vous les sujets qui ont constitué le chou gras de la presse cette semaine. D'abord, cette lettre du ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme adressée à son collègue de l'Intérieur, de la Sécurité publique, au fin d'annuler les passeports ordinaires de 3 personnalités du Bénin, toutes de l'opposition politique. Il s'agit notamment de Kwame Koutié, ancien ministre de l'économie et des finances, Liali Vinagnon Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou, et Seydou Abou, au motif de poursuites judiciaires dont il ferait l'objet, une décision qui suscite indignation, crainte et autres désapprobations dans l'opinion publique. L'invité de Dimanche Politique, après avoir opiné sur ce sujet, va s'intéresser au nouveau code électoral, un document de 397 articles et 6 livres comportant les règles particulières pour l'élection du président de la République, les règles particulières pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et celle qui concerne la désignation des conseillers, l'élection des conseillers communaux et municipaux. Son actualité ne sera pas occultée dans ce numéro de Dimanche Politique. Soyez autorisé à lever un coin de voile sur la personnalité politique que nous recevons. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Akad Benotin. Bonjour à tous les amis téléspectateurs sur Eden Télévision et bien sûr à tous les auditeurs de Diaspora FM. Notre invité, encore une fois, vous l'avez déjà dit par le passé, Tranquillien Akad Benotin, Eden TV se donne le devoir de révéler les jeunes et qui se sont engagés en politique. Et donc, notre invité de ce jour est également un jeune né en 1980. Il a effectué l'essentiel de ses études primaires et secondaires dans les villes de Cotonou, Lokossa, Natitengu et Parakou. C'est donc un itinérant. Il obtient son baccalauréat de série D en 1998 et il se rend à l'université naturellement où il obtient une maîtrise en sciences économiques, plus précisément en management et marketing. Il va également obtenir ensuite un master en études prospectives et développement. Et son parcours professionnel se définit comme suit. Il travaille avec Bénin Équipement, qui est une société qui appartient à un grand groupe international, mais qui opère également au Bénin. Depuis quelques années maintenant, il a fondé sa propre société. Il est le directeur général de Osmac Inter et c'est donc un opérateur économique avant d'être un acteur politique. Engagé en politique donc depuis 2006, soutien actif de Thomas Boniaï pendant la quasi-totalité du mandat de l'ancien président de la République. Il va tourner kazakh quand Boniaï désignera son candidat pour la présidentielle, en l'occurrence Lionel Zinsou. Notre invité n'était pas d'accord. Il va donc tourner kazakh et va soutenir ni plus ni moins que celui qui apparaissait comme étant le pire adversaire ou le pire ennemi, entre guillemets, de Thomas Boniaï à cette époque-là, à savoir Patrice Guillaume Athanase Talon. Aujourd'hui, il est fondateur et coordinateur du mouvement Talon doit réussir, qui a intégré la coalition Bénin en route. Le slogan de ce mouvement, c'est « Osons lutter ensemble, nous y parviendrons ». Notre invité, pour ceux qui l'ont pratiqué, l'ont déjà reconnu, c'est tout simplement M. Oswald Akpali, qui est donc un de ces jeunes cadres qui gravitent autour du chef de l'État aujourd'hui. Oswald Akpali, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est tout le plaisir pour moi d'être ici présent et dans votre studio. Je remercie vraiment tous les téléspectateurs et les auditeurs. Et je dis merci encore aux initiateurs de cette chaîne de télé. Et je suis sidéré par votre studio, je vous l'avoue. Merci. Merci pour les compliments. Oswald Akpali, vous êtes plutôt jeune. Les téléspectateurs le constatent. Les auditeurs, eux, vont entendre simplement votre voix. L'un des plus jeunes acteurs politiques que nous n'avons jamais reçus dans Dimanche Politique. Dites-nous, qu'est-ce qui fonde l'engagement d'un homme comme vous, l'engagement politique? Bon, si je dois parler d'engagement politique, nous sommes entrés en politique depuis l'avènement du régime du changement qu'on a porté
le président Boni Yayi venant au pouvoir en 2006, c'était dans la fièvre de la jeunesse qui était dévoué à ses côtés, parce qu'on s'est dit, un homme qui est de Sakaru, qui par surcroît dirigeant d'une banque régionale, a quand même le bagage intellectuel et les relations pour pouvoir bien conduire cette nation vers le bon port. Pendant quasiment 10 ans, on a suivi le président Boni Yayi et nous sommes dit que la jeunesse n'a pas toujours eu gain de cause dans la gestion des affaires de l'État. Pourquoi? La faute n'est pas forcément au président de la République, la faute n'est pas aussi à rejeter à nos jeunes, mais la faute est à ceux qui gravitent autour du président pour ne pas bien porter les aspirations de la jeunesse béninoise. Parce que quand quelqu'un ne sait pas si vous vous êtes levé ce matin, si vous avez mangé du gari ou si vous avez pris du pain, il ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il peut exprimer au père de la nation ce que vous vivez et comment est-ce que lui pourra prendre des dispositions. On a souvent vu des gens qui ne sont pas proches de nous jeunes porter la voix de cette jeunesse auprès des dirigeants, ce qui n'a pas conduit à la révélation des potentiels talents que la jeunesse a. Donc pendant 10 ans, la jeunesse béninoise a été laissée à son propre sort. Il y a des initiatives que le président, tant bien que mal, a portées, mais n'ont pas abouti parce qu'on ne sait pas réellement ce dont la jeunesse a besoin. Donc, en fin de compte, la jeunesse était utilisée comme des brebis et des moutons de Panurge où on dit venez à gauche, ils vont à gauche, venez à droite, ils vont à droite. Aujourd'hui, nous, on a soutenu ce régime du changement ou de la refondation, pensant que arriver à un niveau donné, on peut se dire, même je crois que pendant le régime, on a fait des assises de la jeunesse, comme une conférence nationale des forces de la jeunesse béninoise, où on a déposé les rapports de cette conférence au chef de l'État d'alors, mais qui n'a pas cru devoir en tenir compte. Pas sa faute. Et pendant 10 années, vous êtes resté dans un système comme celui-là où vous étiez avec d'autres jeunes considérés et traités comme du bétail politique. Vous n'avez pas jugé utile de partir. Il a fallu vraiment attendre la fin du mandat. Non, quand vous dites partir, on va où? On est plus content, quand on ne partage plus les on va où? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut savoir où on va. On se retire. Là où on doit aller, ce n'est que à la fin du régime du président Boni Yayi qu'on a trouvé qu'on puisse avoir une destination donnée. Et cette destination, c'était vers le candidat Patrice Talon. Pourquoi ne pas avoir créé alors votre propre destination, c'est-à-dire votre mouvement politique qui aurait pu s'ancrer dans l'opposition sans avoir forcément un référent politique, une figure paternaliste? Non, en tant que jeunes, nous avons toujours gardé espoir qu'on puisse quand même se dire à partir d'un niveau, parce que le monde change. Et les présidents de partout ont vu que dans plusieurs nations, il y a eu la jeunesse qui s'est révélée, qui s'est révoltée pour pouvoir tirer profit de ce qui lui est vraiment destiné. Mais on a gardé silence pendant longtemps, on n'a pas eu gain de cause. Mais le moment où on a décidé de quitter vraiment le Nabi Yayi Boni, c'était le moment où arrivé où le choix d'un candidat pour la succession du président Boni Yayi n'a pas été vraiment le choix que sa jeunesse qui le soutenait avait pris. Donc c'était soit le vôtre. Non, on avait suggéré au président de nous laisser aussi gouverner cette nation. Donc le choix qu'on portait était le choix sur un jeune. Et
bon, au pire des cas, un jeune n'ayant pas été choisi, on nous amène quelqu'un qui n'a pas eu vraiment à côtoyer toute la sensibilité nationale du Bénin. Donc, vous ne voulez pas nous révéler le nom de ce jeune-là? On n'a pas besoin. Vous savez, c'est du passé aujourd'hui et on ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. C'est vrai, on avait mal, mais on s'est dit, bon, si ça en est ainsi, ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à nos aînés. Donc, ok, volons de nos propres ailes. Et en volant de nos propres ailes, il faudrait avoir une destination. Et cette destination, on l'a trouvée dans le président Patrice Talon, qui fut candidat d'alors. Vous aurez l'occasion au cours de cette émission, en tout cas, de parler de lui. Vous avez dit que vous avez pris une part active dans les assises, au cours des assises organisées pour parler un peu de la jeunesse. Et à la fin, il y a un rapport qui a été déposé. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, il y a plein. Je vais parler des points les plus saillants. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus important pour la jeunesse est son l'épanouissement financier. Et l'épanouissement financier vient de l'emploi qu'on peut donner à la jeunesse. Vous ne restez pas sans savoir que si vous avez un enfant qui a fini l'université et à une trentaine d'années est encore sous le dos des parents qui sont déjà proches de leur fin de vie active, et que cet enfant puis enceinte une autre femme, et c'est-à-dire on forme un autre foyer dans le foyer ou dans la maison familiale, c'est un peu dérangeant. Et faisant comme ça, on se dit, est-ce qu'on évolue vraiment vers le développement? Et pendant ce temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'emploi. C'est vrai qu'aucun État sérieux ne peut pas recruter tout le monde. L'État ne peut que mettre en place des bonnes conditions pour que l'emploi puisse se créer par la création de richesses. Et cette création de richesses passe aussi par la création d'entreprises. Nous, on était employés d'une société de façon libre. On s'est désengagé parce qu'on a mis en place un système d'auto-emploi qui nous permet d'évoluer à notre rythme. Donc, c'est ça ce qu'on a mis dans la majorité des points, c'est pour l'épanouissement de la jeunesse béninoise. Parce que si une portion, à peine 5% de toute la population s'arroge toute la richesse de la nation et laisse plus de 60 ou 70% qui est la jeunesse dans de la sobriété, vous comprenez qu'on ne va pas à bon port comme ça. Donc, comment se fait-il que dans un environnement, vous voyez quelqu'un qui ne peut même pas, difficilement, il a 2 repas par jour, et quels sont ces repas? On parle de repas copieux, mais quelqu'un qui fait du gari, ce n'est pas du repas copieux. Et que cette personne vit ou côtoie des gens qui n'ont pas son niveau intellectuel et qui sont positionnés à des postes de responsabilité donnés. Vous comprenez où on va? Où la nation va tout doucement vers de la rébellion, parce que la frustration amène de la rébellion. Et aujourd'hui, le président Talon est un homme d'anticipation. Ce n'est pas parce que vous êtes sur du goudron, en évoluant, que vous pensez un instant que de Cotonou jusqu'à Malanville, il y a du goudron. Même s'il y a du goudron, c'est sûr qu'à des endroits donnés, ce goudron est déjà dégradé et qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas foncer à 120 à l'heure ou 150 à l'heure de Cotonou jusqu'à Dassa, par exemple. Quand vous venez à Boycon, quand quittant Boycon pour Dassa, il y a des tumultes, la route est dégradée. Donc, visant ça, le président sait que si nous continuons de vivre dans la légèreté, le laisser aller qu'on a l'habitude, auquel on a été habitué, on arrivera à tomber dans le décor. Et là, tout le peuple en pâtira, ce qui n'est pas bien. On peut donc considérer que les actes de ce séminaire national sur la jeunesse ont été reversés au président. C'est ça, c'était pour alerter le président de tout ce qui peut se passer quand il est là, après lui et pour des générations futures.
Très bien. Vous êtes également un jeune chef d'entreprise dans un Bénin aujourd'hui où une morosité économique règne et pèse en tout cas sur l'économie nationale. Est-ce que ce n'est pas facile, plus facile en tout cas, quand on est de la mouvance présidentielle, d'être chef d'entreprise dans le Bénin d'aujourd'hui? Non, quand vous dites que c'est plus facile, c'est comme si on mélange la politique et l'économie, ce qui n'est pas toujours vrai. Peut-être que c'est vrai quelque part, mais ce n'est pas toujours vrai. Moi, je connais des opérateurs économiques qui ne font pas de la politique. Quand vous parlez politique avec eux, ils se disent non, moi je suis dans l'économie et je fonce dans ça. Revenant vers ma propre expérience, je veux dire, quand on parle de morosité économique, c'est comme si, c'est comme on dit, rien ne va, tout va mal. Quand vous prenez une dame qui va au marché Tokba et qui vend et que vous journalistes, vous allez l'interviewer, elle dit qu'il n'y a pas de marché, on ne vend plus. Et que cette dame, souvent parce qu'on vendait, quitte la maison le matin à 8h pour ouvrir sa boutique pour vendre, et que parce qu'elle s'est mise dans son mental que plus rien ne va dans le pays, elle va au marché à 11h. Vous comprenez qu'elle ne peut pas avoir la même recette que son vis-à-vis ou sa concurrente qui est allée à 8h. Parce que le client qui va venir acheter n'avertit pas. Donc, cette psychologie de dire que rien ne va dans la nation amène tout le monde à ne plus travailler comme cela se doit. Et là, ça se généralise. Et la morosité économique aujourd'hui au Bénin n'est pas née des réformes du président Talon. Dans la sous-région, je vais vous citer des pays de la sous-région. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous allez au Sénégal, quand vous passez par le Togo à côté, vous allez voir que nous sommes au Bénin plus heureux que ces gens-là. Je vous défie, vous pouvez toujours aller vérifier. Même faites un tour à Lomé, vous allez voir que les gens sont à un niveau de vie un peu plus bas que le niveau auquel on se plaint aujourd'hui au Bénin. Revenons à moi, Oswald Akbali, opérateur économique, vivant dans cette soi-disant morosité. Je vous dis, avant l'arrivée du président Talon, moi je suis dans un secteur qu'on appelle la location de véhicules. Et à l'arrivée du président Talon, le gouvernement, dans ses plus premières décisions, a décidé de ne plus louer de véhicules chez les agences de location. C'était un coup dur pour nous, entrepreneurs. On s'est dit, mais c'est quel gars ça? Et beaucoup d'agences m'appelaient à Oswald, mais c'est ton gars. Mais comment est-ce qu'il arrive à couper tout et il joue avec, ils ne veulent plus louer le véhicule, tout ça. Mais quand on fait un recul, on comprend les aspirations du chef de l'État. Le chef de l'État... Qu'est-ce qui se passait dans le secteur qui l'a amené à prendre... Voilà, c'est ça. Il faut faire l'état des lieux du secteur avant de prendre des décisions. Et en faisant l'état des lieux, on comprend aisément que nous nous sommes rendus complices de mauvaises pratiques dans cette activité qu'on faisait avec le régime en place. Je ne vais pas donner trop d'exemples, je vais prendre juste un exemple. Vous savez qu'en ce temps, vous êtes dans un cercle où même un responsable, une autorité puisse vous dire « Ah, Osma Group, envoyez-nous tel véhicule » ou bien « Bon, j'ai mon véhicule que je suis en train d'utiliser, mais considérez que c'est votre véhicule que vous louez à l'État et on fait des ordres de mission qui sont signés et ce véhicule peut être utilisé pendant 1 an, même quand ça ne bouge pas, et on doit faire des factures sur le dos de l'État après. Ce qui n'est pas bien pour toute la nation. Vous êtes rendu complice de ce genre de choses? Non, attendez que je vous explique. Quand ça se fait ainsi, quand vous êtes dans un couvent où tout le monde marche sur la tête, vous ne pouvez que marcher sur la tête ou bien vous disparaissez. Vous comprenez? Donc, ce faisant, ça n'amenait aucunement au développement de cette nation. Aujourd'hui, un chef d'État vient, est conscient, vous savez que le chef de l'État, avant d'être président de la République, est un opérateur économique accompli. Donc, il sait comment fermer les robinets qui ont de fuite pour que l'eau puisse sortir du robinet exactement et non dans des tuyaux qui sont... Répondez à la question de mon collègue Djetim, oui. C'est-à-dire, vous avez dit quand vous êtes dans un couvent
et que les gens marchent sur la tête, il faut aussi marcher sur la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, également, vous aussi, ou bien votre structure, en tout cas, à travailler ou à faire des prestations dans l'illégalité avec des non, quand vous dites dans l'illégalité, écoutez, quand on dit dans l'illégalité, ce n'est pas illégal. Je dis ce qui est illégal est qu'on ne permettait pas à l'entreprise, votre entreprise, d'utiliser son propre véhicule pour faire le service. C'est-à-dire, c'est l'autorité qui prend son propre véhicule et vous impose de louer ce véhicule à l'État. Vous pouvez refuser. Et donc, vous ne travaillez pas dans le secteur, d'un secteur qui est gangréné. Non, vous savez, ce n'est pas encore une gangrène. C'est-à-dire, ce qu'on faisait en ce moment... Attendez, je vais vous expliquer. C'est que, qu'on le veuille ou pas, cette autorité a droit à un véhicule. Mais du fait que lui, en tant qu'agent de l'État, n'a pas l'autorisation d'exercer une activité économique, utilise son propre véhicule, mais impose ça à l'opérateur économique qui puisse vouloir faire ce travail. C'est la tricherie. Attendez, je vais vous dire, que toi, opérateur économique, tu veuilles dire non, que tu le veuilles ou pas, quelqu'un d'autre le fera, parce qu'on dit dans la vie, nul n'est Dieu pour son prochain. Donc, quand vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Peut-être une fois. Quand vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Aujourd'hui, le secteur est fait de manière à ce que ces mauvaises pratiques ne puissent plus arriver. Nous en souffrons, nous, opérateurs économiques. Mais on se dit... Mais vous ne devriez pas en souffrir, parce que là, maintenant, vous pouvez louer uniquement vos voitures. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé... Non, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a mis en place? L'État a cherché un concessionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vend des véhicules neufs et qui met ces véhicules à disposition de l'État pendant une longue durée en termes de location. C'est ça le fameux leasing dont on a parlé. Vous voyez, donc pendant ce temps, celui qui utilise le véhicule, c'est que c'est le véhicule du concessionnaire qui l'utilise. Et le concessionnaire sait que quand le véhicule tombe en panne, c'est vers lui qu'on amène. Ce n'est plus dans un garage où on va amener un véhicule, où on peut même changer le moteur de l'État, du véhicule de l'État, dans un autre véhicule, ou bien un véhicule de l'État qu'on gare parce qu'il y a la pompe essence qui est endommagé et qu'on préfère louer un véhicule pendant 1 an juste parce qu'il y a une panne de pompe essence dans le véhicule étatique. Vous comprenez un peu? Donc c'est sur cette base, quand on n'explique pas à la population ce qui se fait et ce qui a poussé à en arriver là, les populations ne comprennent pas souvent. Ils se disent non, on sait que le président a des accointances avec telle structure, c'est pourquoi on leur délègue ça. Mais non, ce n'est pas vrai. Si c'était ainsi, je pouvais dire, ah oui, moi je suis proche du président et qu'on puisse me déléguer, mais je ne peux pas faire cette prestation aujourd'hui vu les nouvelles conditions. Et je vais dire que je ne peux pas à cause de ça disparaître et dire que le pays est difficile, je dois aller en opposition contre quelqu'un qui a eu cette vision et dire que je vais disparaître ou bien je ne peux plus faire de cette activité. Je le fais et je le fais avec mes moyens de bord, sachant que tout doucement j'arriverai au niveau des autres et aussi que je ne puisse pas me dire que je vais persister dans cette activité alors qu'il y a d'autres secteurs qui me sont forcément accessibles. Donc vous comprenez, la morosité dont on parle, on peut toujours en discuter. On va avancer. Vous êtes à la tête d'un mouvement dénommé Talon Droit Réussi. La sémantique sonne comme une injonction. Quelle est la raison d'être d'un tel mouvement? Je vous remercie pour la question. Et vous voyez, en 2016, quand le président Talon venait, il a eu un projet de société et nous, on a pris le temps de décortiquer ce projet de société. On a vu que c'est un homme qui n'est pas venu pour nous faire la langue mielleuse. Il a dit qu'il est venu pour redresser la nation, pas des réformes qui font sur tous les plans. Aujourd'hui, on a vu l'homme à l'œuvre. Il a transformé son projet de société en programme d'action du gouvernement. Ouais, on ne gouverne pas sans anticiper. Et avant d'anticiper, il faut faire un état des lieux. On est venu d'où? On est où? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Ce sont ces questions qui sont posées par le président Talon et à chaque niveau, il trouve des solutions. C'est pour cela que nous avons dit
Mais si quelqu'un comme ça et prend en compte beaucoup d'aspirations de la jeunesse, et vous savez, le président Talon, je crois qu'en 2000, l'an 2000, il y avait eu une étude qui a été commanditée par le Bénin et d'autres partenaires financiers au développement pour faire les études à l'AFIA 2025. Bénin à l'AFIA 2025. Dans ces études, il a été mis l'accent sur beaucoup de réformes qui, s'ils ne sont pas faits, le Bénin tournera vers le scénario Ouattara. Parce qu'il y avait deux scénarios, c'est-à-dire vous avancez correctement dans ce qui est dit, vous prenez les réformes comme c'est dicté dans les études et vous allez vers la paix, la prospérité et le développement. Mais si vous faites autrement, vous allez vers la perdition, vous allez vers la rébellion, vers la guerre, tout ça. Donc, le président venant a suivi la ligne droite d'atteinte à l'AFIA 2025 pour le Bénin. C'est dans pas longtemps, hein, 2025. Oui, et vous voyez, de 2016 à 2018, on est en 2018, mais beaucoup d'efforts sont faits et à l'actif. Et quand vous visionnez loin, vous voyez que oui, l'avenir est certain pour le Bénin. Le Bénin est sur le point d'atteindre vraiment ce à l'AFIA. Et des études, d'autres études, vous allez voir que les objectifs du développement durable font qu'aujourd'hui, le Bénin, deux pays ont été choisis dans l'Afrique, le Bénin et le Rwanda, pour faire exemple à tous les autres pays. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas prophète chez soi, mais l'extérieur voit ce qu'on fait. Il y a une agence de notation qui dernièrement a encore mieux noté le Bénin. Tout ça pour dire que quand vous venez dans le pays même, on se demande, mais pourquoi les gens crient quand on sait que ça avance et que même les partenaires au développement disent oui, ça avance. Des gens se lèvent et disent par exemple, le taux d'endettement du Bénin est trop fort. Mais dites-moi, si vous êtes là et que vous avez l'ambition d'acheter une voiture aujourd'hui et que vous n'avez pas les moyens, mais c'est votre ambition de rouler dans une belle voiture, et que vous avez à peine 50% de l'argent qu'il vous faut pour payer la voiture. Mais vous savez que vous exercez une activité qui vous permet de générer des bénéfices, qui vous permet de payer à compte-gouttes un prêt de 50% qu'on puisse vous faire. Comment est-ce que vous pouvez rester les bras croisés et dire « Ah non, moi je ne veux pas m'engager avec une banque. Je préfère attendre, si c'est dans 10 ans que j'aurai l'argent de ce véhicule, c'est dans 10 ans que je vais l'acheter, alors que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas avoir tous les paramètres de ce qui sera fait demain. » Donc, je donne... attendez, ne pas être en mesure de rembourser. Non, quand vous dites ne pas être en mesure de rembourser, vous savez, quand on ne prête qu'aux riches, celui à qui quelqu'un se lève et vient prêter l'argent, c'est parce qu'il sait que cette personne en retour a la capacité de payer et le prouve. Si celui qui s'endette encore plus, c'est parce que sur le marché, vous savez, le marché est régulé. Ce n'est pas qu'on se lève du jour au lendemain. Il y a des pays qui veulent quand même avoir accès à des prêts, à des emprunts obligataires, mais qui n'arrivent pas à avoir parce qu'ils n'ont pas la bonne facture. Mais aujourd'hui, le Bénin a une très grande facture, de manière à ce qu'on peut côtoyer d'autres pays qui sont sur la même voie. Quand on dit développement, la première puissance mondiale est le pays le plus endetté. Les États-Unis sont le pays le plus endetté. Chaque jeudi, l'État français fait un appel de fonds d'emprunt obligataire. Pourquoi est-ce qu'on pense que le Bénin s'endette trop? Le Bénin n'est pas la France, hein? En tout cas. Quand vous êtes à un niveau, il faut vouloir atteindre un sommet. Si vous vous comparez à quelqu'un qui est comme vous, vous deux, vous serez toujours dans cette limite. Donc il faut se comparer à quelqu'un qui est en avant sur vous pour pouvoir faire un effort d'évoluer. Sinon, si vous vous comparez à quelqu'un qui est comme vous, vous deux, vous allez vous complaire dans votre situation, pensant un instant que c'est la meilleure. Alors qu'il y a meilleure situation. Je vais vous rappeler, quand moi j'étais étudiant,
au campus d'Abomey-Calavi. Oui, à l'université, on avait l'eau gratuitement, on avait l'électricité gratuitement, on dormait dans les cabines gratuitement. On était responsables étudiants, ça veut dire on mangeait gratuitement, on prenait les bus gratuitement. Mais il y a eu des étudiants, après 4 ans, où on devait finir la maîtrise parce qu'il n'y avait pas encore le système LMD. Il y a des étudiants qui préfèrent, après ces 4 ans, au lieu de sortir, aller chercher un emploi, préférer s'inscrire encore dans d'autres facultés pour toujours bénéficier de ce privilège parce qu'on pense que la meilleure vie est là et qu'il n'y a pas de vie meilleure ailleurs. Non. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut éduquer notre génération et les générations à venir à comprendre que la vie ne sera pas toujours facile ou la vie ne deviendra pas de jour en jour plus facile. La vie devra être plus chère demain. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire face à ces difficultés qui pointent à l'horizon? Aujourd'hui, on achète le pain, la baguette de pain à 125 francs. Mais demain, ne nous attendons pas à acheter le pain à 100 francs. Attendons-nous à ce que le pain aille à 150 ou 200 francs. Donc, si on se met ça dans la tête, on doit se battre fort pour que demain, qu'on ne soit pas surpris que le pain soit à 200, qu'on puisse dire que c'est Talon qui a fait qu'on ne peut plus manger le pain aujourd'hui. Mais en amont, il est quand même important de créer les conditions nécessaires pour permettre aux populations de faire face au changement à venir. C'est l'information qui manque et aujourd'hui, la communication va de plus en plus au niveau de l'État. C'est pourquoi je dis aucune œuvre humaine n'est pas faite. Nous allons aborder maintenant les questions d'actualité et politique. Déjà une demi-heure que nous avons commencé cette émission ce dimanche de septembre, oui. Oswald Akpali, vous êtes de ceux qui, il y a quelques mois, avaient publiquement estimé qu'en retoquant la loi portant interdiction du droit de grève pour certaines catégories de travailleurs, la Cour constitutionnelle, alors dirigée par Théodore Olo, avait agi, je cite, en bon père de famille. C'était vos mots. Quelques mois plus tard, la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle revient sur cette décision et retire simplement et purement le droit de grève à ces catégories de fonctionnaires. Et vous approuvez encore cette nouvelle décision. Donc vos opinions fluctuent selon les fluctuations de la Cour. Non, je vais vous expliquer. Vous savez, quand on est sur un terrain de jeu, il y a, on dit, l'arbitre est le seul maître du terrain, quelles que soient les règles du jeu. Quelles que soient les règles du jeu, l'arbitre est le seul maître du terrain. Vous n'avez pas plus tard que à la dernière Coupe mondiale, la Coupe du Monde, on a fait appel à la VAR. Mais quand l'arbitre a de doutes sur la faute, il regarde ce que la vidéo lui a montré. Et c'est en son âme et conscience qu'il dit qu'il y a faute ou qu'il n'y a pas faute. Donc ce n'est pas que c'est la vidéo qui lui dit qu'il y a faute. La vidéo peut lui dire qu'il y a faute et que lui, il peut décider qu'il n'y a pas faute. Donc c'est ce faisant, quand le retrait du droit de grève était d'actualité au Bénin, la Cour d'alors a voulu faire du tempérament social en disant que la loi n'est pas aussi mauvaise que ça, mais quand elle retire complètement le droit de grève à certains corps, que ce n'était pas bien, on puisse permettre à ces gens de pouvoir s'exprimer. Mais vous comprenez, il demandait à ce que vous avez une nouvelle loi est venue maintenant et encadre le droit de grève de façon générale. Nous parlons d'abord de cette catégorie-là. C'est que la Cour en ce moment demandait aux députés d'encadrer la loi de manière à ce qu'il y ait peut-être 1 heure de grève par jour ou 2 heures, ou bien qu'il y ait un service minimum, bien pour que le service public continue de se faire. Quand on parle de service public, comprenez que c'est vous et moi. Ce n'est pas au président Talon. Le président Talon peut ne pas aller il ne va peut-être pas dans les centres de santé publics. Mais qui va dans les centres de santé publics? C'est toute la population. Et quand vous allez là-bas, il faut vivre ce qu'on dit pour comprendre. Quand vous allez là-bas, et que, parce que vous avez une fracture, votre pied est cassé, et que vous avez fait un accident et vous venez là, et on vous dit que les gens sont en grève, est-ce que ce pied-là peut vous attendre 24 heures, dites-moi? Et qu'on puisse dire qu'il n'y a pas service minimum. Si vous trépassez, on va juste dire que on vous met en perte et profit de votre famille.
l'État ne sera pas là. Donc, quand on fait de grève dans ces secteurs-là, ça n'encourage pas le développement de la nation. On ne fait que du mal à nous-mêmes et à nos proches. Vous étiez quand même favorable à l'encadrement? L'encadrement, c'est justement, vous avez vu que l'encadrement est venu au niveau d'autres secteurs. En ce temps, le président Diogbenou venant a vu que les secteurs dont on parle n'ont pas accès à la grève parce qu'ils font un service public qui doit tourner. Comment se fait-il qu'un magistrat puisse aller en grève alors qu'il y a des innocents qui veulent juste qu'on puisse leur dire qu'ils sont condamnés à tel nombre d'années ou bien qui sont relâchés? Il y a des gens qui restent en prison pendant 6 mois sans être jugés pour cause de grève. Il y a des gens qui sont en attente d'être jugés, mais parce qu'il y a grève, ça se fait. Donc, par rapport à ces secteurs pointus, l'arbitre de moment a jugé qu'on ne puisse pas donner. Un autre arbitre, pendant un autre jeu, a trouvé qu'on puisse recadrer. Et quand il disait recadrer, vous avez vu que les députés n'ont pas obtempéré. Ils n'ont pas recadré cette loi. Ils ont gardé la loi dans l'État. Mais ils ne pouvaient pas se dire que non, dans peu de temps, il y aura changement. Pourquoi? Ils ne savaient pas. Donc, comprenez que c'est dans un autre match maintenant et que l'arbitre, le seul juge, a jugé bon de dire que ce droit de grève n'est pas opportun pour ces secteurs. Le recadrement dont on a parlé est d'ailleurs donné maintenant à d'autres secteurs qui peuvent aller en grève où c'est une nouvelle loi. Justement, à ce niveau, parlant du recadrement du droit de grève, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à ce sujet un texte qui proposerait un maximum de 10 jours de grève par an pour tous les fonctionnaires. Cette proposition vous paraît-elle raisonnable? Moi, je pense que les honorables députés ne se lèvent pas seulement pour tailler des lois sur leurs propres mesures. C'est sur la base de l'observation de beaucoup de dérives dans le rang des syndicalistes qu'on en arrive à là. Quand on dit qu'il faut aller en grève, c'est normalement la grève est le dernier recours après des négociations qui n'ont pas abouti, après des revendications, ou après que l'autorité n'ait pas écouté même ce qu'on peut se dire. Sans table de négociation, très souvent, les gens vont en grève parce qu'ils trouvent que c'est l'arme fatale. Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse dire à un président de la République allons en grève, dès qu'il y aura mort d'homme, le gouvernement va fléchir. Alors que ces morts d'hommes, c'est des Béninois comme vous et moi. Donc nous ne pouvons pas accepter que ceci arrive. Quand on parle des autres secteurs, les autres secteurs de façon globale, vous voyez, quand vous êtes là et que vous prenez de l'argent, nous, dans le secteur privé, là, on n'a jamais senti ces genres de choses. Parce que c'est ce que vous faites qui vous fait gagner de l'argent. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas de l'argent. Mais quand les gens se retrouvent en tant qu'agent permanent de l'État, ils trouvent que c'est le lit pour dormir sur ses lauriers et attendre à la fin du mois un salaire et après 30 ans de service, une retraite paisible. Mais si on ne travaille pas, ou même si les secteurs privés ne travaillent pas et accompagnent l'État dans le développement et dans le renforcement des caisses de l'État, comment est-ce que l'agent de l'État pense-t-il un instant qu'il puisse être payé? Après, c'est les mêmes qui vont crier que l'État n'a pas la capacité de payer les salaires, il faut aller, il faut crier, il faut faire ci. Donc, pour que l'État, pour que vous ayez l'opportunité de dire oui, je mérite ce salaire, il faut travailler. Moi, je pense que la grève n'est pas vraiment l'arme qu'on puisse utiliser pour mettre la pression sur un chef de l'État. Vous trouvez que 10 jours de grève, par an, c'est donc suffisant? Pourquoi? Moi, je dis même, pourquoi aller en grève? Est-ce que ce n'est pas... aller en grève, mais c'est pour des revendications, nous sommes bien d'accord. Voilà. Quand il y a... Je donne un exemple. Bientôt, on sera à la rentrée. Mais vous savez que l'État met déjà en place la commission qui doit recueillir les revendications des syndicalistes et pour étudier
pour demander une table de négociation afin que ces syndicalistes puissent donner pour envoyer leurs motions et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut régler des problèmes. Ce qui est sûr, vous savez, c'est sur un marché de l'offre et de la demande, le meilleur État ne peut donner, ou bien la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quand on demande des trucs à l'État, il faudrait que l'État puisse aussi demander des comptes à ces syndicalistes. Ok, vous avez demandé, par exemple, il y a 10 points de revendication. Encore que souvent, quand les gens étalent des points, les points ne sont pas souvent les points qui sont afférents à leur secteur. C'est des points souvent de fraternité avec d'autres syndicalistes ou bien avec des problèmes même d'ordre politique. Mais je crois qu'aujourd'hui, le syndicaliste béninois essaie de comprendre, de voir les différences et même ne tombe plus dans la nasse des opposants qui arrivent. 10 jours de grève par an pour des fonctionnaires. C'est, disons-nous la vérité, la suppression, sans vouloir le dire, du droit de grève quand vous dites que 10 jours, je dis, il y a des secteurs où, même avant cette loi-là, ne font pas de grève. Ça veut dire que si tout va bien, si tout le monde travaille correctement, on n'aura pas de problème. On n'ira même pas à un jour. Des revendications existent qui ne sont pas respectées par le gouvernement, qui ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Et il faut forcer la main au gouvernement. Quand vous dites ça, là, quel est le secteur privé aujourd'hui au Bénin que vous trouvez qui ne réussit pas? Mais dans le secteur privé, il n'y a pas de grève. Je veux passer rapidement par mon cursus. Moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur privé. J'ai été employé au niveau d'une société purement privée. Mais quand je venais dans cette société en tant qu'agent de vente commerciale, et je devais parler avec des clients qui sont souvent des Chinois, des anglophones, et mon anglais n'était pas au niveau. L'entreprise qui m'a recruté a demandé à ce qu'on puisse me payer une formation en anglais que j'avais fait au niveau de l'ambassade des USA. Mais je vous dis que aujourd'hui, regardez le boycott des enseignants par rapport à leur évaluation. Si vous êtes enseignant, on vous demande de vous évaluer et que, par exemple, l'enseignant, c'est le pluridimensionnel. Celui-là qui peut faire du français, qui peut faire de l'anglais, qui peut faire de la mathématique. Donc, on ne peut pas lui dire d'être au top de tous les niveaux. Alors, mais on peut lui donner des formations pour qu'il rehausse son niveau dans certains secteurs donnés, dans certaines disciplines. Donc, ce faisant, on demande à évaluer et les gens trouvent que ce n'est pas bon. Et je vous dis que dans les revendications de ces enseignants, ils mettent ça. Est-ce que c'est normal? Et vous trouvez que si l'État n'accepte pas ça, on va dire qu'on va à la grève. Dites-moi, vous et moi, est-ce que c'est normal? Donc vous voyez que ce sont des questions politiques et ce n'est pas bien pour notre nation. Je préfère que les syndicalistes se penchent sur des questions de développement pour notre nation. Oswald Akwali, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut se comparer à plus grand que soi, c'est ça, hein, oui. Et vous avez évoqué le cas de la France. En France, quand ça ne va pas, la CGT et les autres syndicats descendent dans la rue pour forcer la main au gouvernement pour obtenir satisfaction. Quand vous dites ça ne va pas, avant que ça n'aille pas, il faut passer par des négociations, ce qui n'est pas dans notre culture béninoise. Dans notre culture béninoise, on met la grève d'abord et on trouve que c'est à la suite de la grève qu'on puisse aller aux négociations, ce qui n'est pas bien. Mais dans ces pays, la France, plutôt prenons l'exemple de la France, les gens grèvent, ils vont à la table de négociation pendant longtemps d'abord. Donc, mon collègue dit ça ne fait même pas une journée par mois. Oui, mais dites-moi, n'est-ce pas là une atteinte grave, grossière aux libertés publiques? C'est comme si il doit toujours avoir des problèmes dans les secteurs. Pas forcément, mais il faut au moins que les gens aient la liberté. Je vous dis, non, ce n'est pas la seule arme disponible. Quand vous dites que c'est la seule arme, je dis non. C'est le dernier recours. Non. Prenez le cas de la Chine. Quand on va négocier. En Chine, quand les gens vont en grève, ils produisent plus que ce que vous leur demandez. Alors, qu'est-ce que vous dites? Si les gens doivent travailler 8 heures, ils vont travailler 10 heures, produire plus, et vous aurez la mévente. Justement, c'est un système qui est fait pour en Chine, il y a trois équipes qui travaillent 8 heures sur 8 heures sur 8. Alors, dites-moi,
pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en arriver là? Je vous dis, on n'a pas le même système. Non, je ne dis pas qu'on sera là demain. Et puis c'est un pays communiste, je ne dis pas qu'on sera là demain. Mais formes. il y a eu trop de laisser aller au Bénin, de manière à ce qu'aujourd'hui, on en arrive à croire que même le Béninois, hors de lui, quand vous voyez, quand le Béninois est à l'extérieur, je prends le cas, quand vous voyez un Béninois à Accra, il est rigolo comme si vous avez dit, ah mais c'est mon frère là qui est juste comme ça là. Je vous dis que si vous allez en agglomération à Accra et on met 50 dans la ville et que vous dépassez, vous êtes à 55 km près et on vous arrête là, c'est au tribunal qu'on règle ça. Ce n'est même pas le policier qui vous a arrêté. Il vous dit seulement que vous avez dépassé les 50 km qui sont donnés et il vous remet ça et on vous envoie au tribunal. Vous payez et vous rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas payer. Si on doit vous mettre en garde, c'est comme ça. Mais le Béninois qui respecte ça dans un pays voisin, quand il vient juste quand il traverse la coin, il se fait comme ça. Oui, maintenant je suis chez moi. Je peux même ne pas mettre ma ceinture de sécurité. Je ne vois pas le policier qui puisse m'arrêter. Je peux jeter le sachet de pure water dans la route. Je ne vois pas le policier qui puisse m'arrêter. Et on a été toujours habitué à ça. Vous allez voir un jeune aujourd'hui, il conduit sa moto dans le sens interdit. Il peut même vouloir vous gratter, il va vous insulter si vous parlez. Et quand on finit par l'arrêter, il va dire, ah grand frère, ils ont arrêté ma moto, je suis au carrefour tel. Il faut parler au policier. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse se développer comme ça? J'en reviens à dire, par exemple, l'augmentation des postes péages. Vous voyez, l'État, le Bénin doit se sacrifier pour que demain soit meilleur pour nous. Nous avons vu ici au Ghana un président qu'on a appelé Ronis, mais ce n'est pas les réformes que le Ghana est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous voulons que le Bénin puisse être prospère et que nous pensons un instant que pour aspirer à ce développement, il faut passer par les réformes. Et ce sont les réformes qui sont un minimum de jours de grève au cours de l'année. Nous allons évoluer dans ces discussions. Nous allons maintenant parler des propositions de réformes, les réformes introduites par le Code électoral. Les députés se sont donc penchés sur ce Code électoral. Aujourd'hui, le président de la République a demandé à ses partisans donc de revoir certaines dispositions qui étaient dans la mouture précédente du Code électoral. Et justement, il était notamment question d'empêcher, ou du moins pour les anciens présidents de la République, candidats à des élections subsidiaires, de renoncer d'abord à leur statut. Finalement, cette disposition a été retirée. Qu'est-ce que vous pensez de cette disposition, du moins du retrait de cette disposition? Bon, qu'on puisse vous rappeler, c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi. Donc, quand on dit que c'est le président Talon, je m'inscris en faux. La proposition de loi est portée par des députés. C'est vrai que c'est des députés. Ça ne veut pas dire que c'est le président qui porte, même si ils ont la caution du président de la République. Maintenant, à l'Assemblée, vous savez, c'est le haut lieu de la politique, l'Assemblée de notre pays. Et quand un député porte une proposition de loi, il y a les 82 autres qui opinent dessus. Il y a d'abord la commission qui valide. Vous avez vu, la commission a validé en gardant toujours cette disposition. Mais à la plénière, à l'étude, les gens ont enlevé cette disposition. Ça veut dire que une seule personne ne peut pas tout connaître à la fois. On dit souvent tout le monde a un génie. Mais si vous dites à un poisson de monter sur un arbre, il va prendre toute sa vie à penser qu'il est stupide. Mais le poisson sait qu'il est bon nageur. Autant que le singe est bon grimpeur, il ne peut pas nager autant que le poisson. Vous comprenez? Donc chacun est dans son domaine. Et c'est dans la divergence des opinions là qu'on arrive à sortir le bon sens et qui est l'idéal. Donc c'est dans ce bon sens qu'au niveau du haut lieu de la politique, les gens ont sorti la meilleure monture qui soit.
Je crois que c'est ce que moi je peux dire. Oui, vraisemblablement, il ne devrait plus être exigé des anciens présidents de la République de renoncer à leur statut avant de participer aux élections subsidiaires. Serez-vous d'accord avec ce recul qui fausserait un peu le jeu? Parce non, que ce n'est pas un recul. Et vous savez, en tant que jeune sans moyens, les gens se passent... Non. Qu'est-ce que moi y a à voir avec le fait que... Oui, si vous allez aux élections, oui. Dans la même circonscription qu'un ancien président de la République. Oui. Il dispose d'une garde personnelle, il dispose d'un véhicule de fonction, pour être ancien président, il dispose d'un revenu colossal. Bon. Et il va aux élections comme vous. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Non. Vous pensez un instant que c'est à cause de ça qu'on veut que les anciens présidents perdent leur statut d'ancien président? Non, ce n'est pas justement, ça. C'est ce que nous ont expliqué tous ceux qui vous ont précédé ici sur ce plateau et qui étaient de la mouvance présidentielle. Je vais vous expliquer. Juste là, c'est parce qu'on a toujours habitué notre peuple à des élections, c'est-à-dire on vote que pour celui qui a le moyen. Alors que c'est pourquoi on dit aujourd'hui les élections 2019 sont un défi, un challenge pour la jeunesse béninoise. Et vous verrez que si la jeunesse béninoise est à plus de 62% de la population béninoise entière, il y a quand même la capacité de faire émerger des jeunes, assez de jeunes au Parlement pour la prochaine législature. Et vous verrez, vous dites que l'ancien président, parce qu'il aura des moyens. Donc, vous incitez le peuple béninois en disant que donc c'est une élection, c'est quand on met les moyens en place, on fait comme de... Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Je vais vous dire... 2016. Même en 2016, vous voulez dire que le président Talon a dépensé plus, c'est parce que c'est lui qui a dépensé plus qu'il est le président? Pas forcément, mais il fait partie de ceux qui ont quand même dépensé. Vous avez vu le budget des autres candidats? Vous pouvez le voir sur le terrain. Quand on dit dépenser, c'est l'action que les gens se mènent sur le terrain. Et la foule, si ce n'est pas parce qu'on se lève et on a un camion, on distribue les t-shirts, qu'on dit qu'on fait de la campagne, que par rapport sur cette base, quelqu'un qui n'a même pas de t-shirt ne va pas réussir. Vous comprenez? C'est un débat d'idées qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand on est sur ce plateau et on est en train de parler, vous savez combien de jeunes écoutent ce jeune Oswald? Combien de jeunes vont dire, ah oui, mettons notre idéal sur cette personne et essayons de l'amener vers du concret. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être nanti, d'avoir amassé de l'argent par la corruption ou l'impunité qui a drainé son lit pour venir se poudrer dans la population et s'en sortir les bras levés et dire qu'on sera protégé d'une immunité. Et je dis que même la jeunesse est consciente. Parce que par le passé, nous, on a fait notre petit parcours d'expérience politique. On sait de quoi il s'agit quand il s'agit d'élections. L'année vient, vous dit, ok, constituez-vous en regroupement jeune, cellule d'arrondissement ou cellule de circonscription. Bon, je vous donne 200 000 d'abord, partagez-vous ça là et on va se voir. Bon, toi, je vais te confier la tâche de me coller les affiches dans ce quartier. Je vais te donner 50 000. Collez les affiches, vous allez acheter le Galacata pour 1000 francs et vous faites tous les tours, vous collez les affiches. Vous savez que vous avez 50 000 en poche. Dites-moi, si celui-là est élu demain, là, il peut vous faire quoi? Si vous venez chez lui, vous dites, ah, tonton, oui, félicitations. Bon, et vous savez, je n'ai pas de travail, hein, je suis chômeur. Vous savez, je voulais quand même qu'on m'aide à avoir accès à tel truc. Vous allez me connaître celui-là qui vous avait donné 50 000 pour vous dire, ah mon gars, il faut te battre pour moi. Parce que vous n'avez pas signé un contrat d'après élection, qu'est-ce que je gagne? Vous avez signé un contrat de coller les affiches et vous êtes payé pour ça. À partir de là, vous lui collez la paix. Parce que le gars, au départ même, s'est affilié à un parti et c'est ce parti que vous avez voté pour. Vous n'avez pas voté pour la personne. Trop souvent, surtout au niveau des élections législatives, on ne connaît pas réellement la personne pour qui on vote. On vote pour une liste de partis qui est soit régionaliste, qui est soit, je ne sais pas, tourné autour du nom d'une seule personne, et on vote pour toutes les partis, et après on se dit, mais le gars, au finish là,
il n'est même pas de notre... Il n'habite pas notre circonscription. Il ne connaît même pas ce qu'on vit. Mais c'est lui qui représente la circonscription. Même si après on dit que l'élu du peuple est national. Mais il vient de quelque part. Mais souvent, trop souvent, les gens qui sont élus ne viennent même pas de la circonscription pour laquelle ils sont élus. Vous pouvez aller rechercher. Il y a rare. Moi, je félicite, par exemple, la dame Claudine Prudencio, qui est dans la 6e circonscription et qui fait des œuvres qu'on voit tous les jours. Mais des gens sont députés, mais ne vont rien faire, ou bien ne vont même pas venir dans la circonscription qu'ils portent pas avant les 4 ans. Donc, comprenez de quoi on parle. Aujourd'hui, le défi de la jeunesse, c'est ça. Vous dites que ce n'est pas un recul, le fait que la disposition qui exigeait des chefs d'État de renoncer à leur statut avant de participer aux élections, le fait que ça a été retiré du nouveau code électoral, c'est quoi alors? Je dis, la proposition au départ n'est pas mauvaise. La proposition qu'on a faite aujourd'hui n'est pas aussi mauvaise parce que ceux qui ont porté la première proposition ont une réflexion que nous n'avons pas. Aujourd'hui, d'autres ont amené la réflexion à un niveau donné. Et eux-mêmes, ils ont compris. C'était beaucoup de polémiques que finalement ça a été abandonné. Quelle est la polémique? Moi, quand de ma propre analyse, je dis, un ancien président de la République qui va aux élections peut demain être président de l'Assemblée nationale. S'il est président de l'Assemblée nationale et qu'il y a vacance de poste au niveau du président de la République, il peut être président par intérim. Si cet ancien président, soit-il, était un opposant, il peut rabattre tout. Vous savez que quand vous avez 24 heures de pouvoir, vous pouvez tourner la nation Bénin en 24 heures. Vous pouvez revenir sur tout ce que l'autre a pris. Le Talon est là et nous avons la preuve qu'on ne peut pas retourner tout le pays. Non, je vais vous dire. Je vais vous dire. Avec les difficultés toutes les réformes que l'autre a mises en place peuvent être remises en cause. En une journée. Le président qui exerce la vacance de pouvoir, il a des limites. La Constitution prévoit des limites. Oui, mais ce que je dis, les réformes, toutes les réformes qui sont mises en place peuvent être remises en cause. Mais pas par un président intérimaire. Pourquoi pas? Non, la Constitution définit des limites. Je ne refuse pas les limites, mais je dis, il y a des décrets que l'ancien président peut prendre. Par exemple, je dis, en une journée, un président intérimaire peut dire, OK, je veux gracier tous ceux-là qu'on a dit soi-disant opposants. Ce n'est pas permis à un président intérimaire de droit de grâce. Il ne lui est pas accordé. Dites-moi, vous savez que le président intérimaire peut jouer sur les réformes qui sont en cours aujourd'hui au Bénin. Pourquoi avez-vous peur qu'un tel scénario se produise? Non, ce scénario n'est même pas plausible, mais c'est par rapport à ce que vous dites que je donne cette raison. Ce scénario n'est même pas plausible si on voit l'horizon auquel nous allons. Revenons Oswald Akpali, à la caution maintenant, qui est demeurée la même malgré tout ce que l'opinion publique a dit par rapport aux 200 millions de francs qu'il faut pour être candidat entre les listes. Ils doivent désormais déposer 200 millions de francs CFA pour être candidat pour les législatives. L'argument brandi par les auteurs de la proposition et leurs partisans, c'est que ce sont les populations qui vont cotiser désormais pour que les listes puissent désormais se porter. Est-ce que vous croyez que cet argument est raisonnable dans le Bénin d'aujourd'hui où une morosité économique règne, même si vous la contestez? Beaucoup de gens disent que financièrement que ça ne va pas. Vous savez, avant de proposer une loi, les gens font déjà un état des lieux de ce qu'il y a. Pendant longtemps, nous avons toujours crié la plénitude ou le trop de partis politiques qui vont aux élections, le trop de personnes qui vont aux élections présidentielles aussi. C'est pour ramener à la constitution de bloc que d'abord la loi sur le système partisan a été votée. Donc le code électoral dans son état ne peut pas permettre le grand regroupement que la loi sur le système partisan veut vraiment. S'il n'y a pas une nouvelle loi, s'il n'y a pas
un retouchement du code électoral qui est là. On ne peut pas s'attendre au grand regroupement qu'on a tant souhaité. Vous et moi, vous savez que ça là, ce n'est pas l'État, c'est toute la nation qui est d'accord qu'avec la manière dont ça se fait, ça ne peut pas aboutir. Et fort heureusement, même des partis pensaient un instant que à la validation ou la mise en conformité avec la Constitution par la Cour constitutionnelle, qu'on ne puisse pas revenir en arrière pour demander aux anciens partis de se conformer à la nouvelle loi. Ce qui a été fait, la Cour constitutionnelle a été bien claire, a donné un moratoire de 6 mois aux anciens partis pour se conformer. Au pire des cas, qui vont disparaître. Mais quand on fait ça, et on dit aujourd'hui qu'il y a 1155 membres fondateurs d'un parti politique, pour que ce parti aille aux élections, dites-moi, il faudrait que ces membres puissent comprendre que oui, aujourd'hui, il n'y a plus un individu qui peut se lever et dire « Bon, je suis le président du parti, on a besoin de 83, voilà la liste des 83 que j'ai choisie, vous acceptez par acclamation et vous commencez par travailler autour. » Mais si chacun des 83 se lève et qu'il se dit « Oui, voilà ma participation », et l'autre qui dit « Ah, je n'ai pas de participation à donner », et que la plénière même puisse dire « Ok, on va se regrouper pour te trouver cette participation-là ». On n'aura plus, le chef de parti n'aura plus cette force-là de tenir même sa liste et dire que ça là, c'est moi qui fais et plus personne ne peut parler. Ça, c'est un. Secondo, pour aller à une élection, vous savez que la Sénat fait son budget, par exemple, d'impression du bulletin de vote par rapport au nombre de partis qui doivent se mettre. Vous savez que le coût peut quitter du simple au double, vu le fait qu'il y ait un nombre donné de partis ou de logos qui soient sur la liste. Il y a ça. Donc, ça permet de réduire le coût. Encore qu'on a dit ici qu'on veut regrouper les élections, qu'on n'a pas pu, mais il faudrait trouver des scénarios pour quand même réduire le coût des élections. Ça, c'est deux. Hein. Il y a un troisième point qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est le fait que quand les gens vont déposer leur dossier, je parle des élections présidentielles, et ils vont payer 15 millions, au second tour, quand ils n'ont pas atteint le pourcentage pour récupérer leurs sous, ils vont vers le candidat qu'ils pensent être le meilleur allié. On dit, même si j'ai 1%, j'ai 0, bon, je vais te soutenir, il faut me rembourser mes 15 millions. Et là, c'est une entente. Et il se dit, OK, quand tu le rembourses, tu le donnes. Et il se bat, il vient à la radio, oui, nous soutenons, c'est nous les faiseurs de roi, tout ça. Mais si aujourd'hui, la caution est portée à 250 millions, d'abord, des gens qui ont 15 millions ou même moins que ça ne peuvent pas aller. Et au deuxième tour, quand vous n'atteignez pas les 10%, vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un qui est deuxième ou premier pour dire je t'apporte le soutien, mais rembourse-moi mes 250 millions. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a tout ça qui fait que aujourd'hui on dit quand vous voulez aller au marché là, il faut vous préparer. C'est une question d'aller au challenge. Il faut se préparer. Et quand on dit non, c'est bloquer la voie aux pauvres. Moi, je dis, par exemple, moi, dans ma circonscription, c'est même, il faudrait qu'on aille même à l'organisation des primaires, comme ça se fait dans les pays développés, où les gens se présentent et les membres du parti viennent voter. Et en votant, même les membres du parti payent quelque chose pour permettre à la fin, quand on organise des votes des primaires dans les grands partis en France ou partout ailleurs, là, ceux qui viennent voter payent un minimum pour accéder à ça. Et c'est avec ça qu'on soutient le candidat qui sort de ces primaires-là. Avec la mentalité... je ne dis pas qu'on sera là tout de suite, mais ça va venir. Et pour venir à là, il faut commencer par poser des actes. Nous, aujourd'hui, jeunes, on se dit, ah, cette loi est contre nous. Mais quand on prend du recul, on dit, quels sont ce qu'on peut donner? Qu'est-ce que nous proposons? Mais ce qu'on peut proposer,
de façon alternative, on dit, OK, on peut passer aux signatures, mais voyons-nous, est-ce que les signatures arrangent même les jeunes aujourd'hui? Tous ceux qui sont les élus communaux ou locaux aujourd'hui sont des gens qui ont quitté des partis qui sont des partis traditionnels. Ils ne peuvent pas donner leur caution à un nouveau venu sur le terrain politique. Donc, ça empêche toujours la jeunesse d'évoluer. Donc, il faudrait que aujourd'hui, la jeunesse puisse dire le défi qui est notre est de challenger les aînés et que tous les moyens qu'on puisse se mettre de notre côté pour réussir, on le mettra. Primaire ou pas, il faut donc 200 millions par liste pour se porter candidat. Est-ce que vous, Oswald Agbali, aujourd'hui encore assez peu connu dans le bataillon politique béninois, vous pensez possible, avec l'alliance dans laquelle vous irez, peut-être on vous demandera aux élections, vous pensez possible de convaincre des milliers, des centaines de milliers de Béninois de cotiser à l'occasion d'élections primaires ou de cotiser pour vous permettre d'être candidat aux élections? Il y a une mentalité dans le pays qu'il ne faut pas occulter. On a déjà habitué le peuple à recevoir des partis politiques que de donner. C'est cela. Mais quand vous dites 200 millions, c'est 83 personnes qu'on doit présenter sur une liste, c'est-à-dire la liste doit être nationale. Les 83 personnes qu'on présente ont déjà un privilège. Ce privilège doit avoir un coût. Et le coût, quand on fait tout le calcul, ça ne revient même pas à 2 millions par personne. Parce qu'il y a les titulaires et les suppléants qui doivent coter. Ça, c'est une cuisine interne. Par exemple, nous, au niveau de la coalition Bénin en route, on cuisine déjà. On sait que les têtes de liste ont tel quota, ceux qui sont deuxièmes ont tel quota, ainsi de suite. Les suppléants aussi ont un quota à donner. Et chacun sait déjà, à partir de maintenant, comment se préparer pour. Et comme ça, nous, on a déjà presque regroupé sur au moins papier nos 200 millions. Maintenant, si quelqu'un désiste, quelqu'un d'autre va prendre sa place. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, comme vous l'avez dit, les populations ne sont pas habituées. Pendant longtemps, on les a habituées à de la distribution gratuite de l'argent. On ne peut pas leur dire aujourd'hui, bon, revirement 90 degrés donné. Donc, nous, on se prépare. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un défi pour la jeunesse aujourd'hui. Et quand on dit les 200 millions ne sont pas donnés et c'est fini. Quand vous atteignez le niveau, on vous rembourse. Vous comprenez? Donc, il faudrait qu'on aille au charbon, qu'on mouille le maillot. C'est pourquoi moi je dis, je ne dois pas. Matin, midi, soir, on travaille, on va au contact de la population. Les aînés sont là, ils nous regardent, ils disent, bon, c'est les jeunes, ils ne savent pas. Mais je vous assure, on apprend beaucoup et très vite. Vous les défiez. Avant de parler des législatives de 2019, nous constatons que vous avez de très grandes ambitions. C'est la même chose qu'on remarque au niveau d'autres jeunes, d'autres leaders jeunes, alors que sur le plan politique, on a toujours clamé haut et fort qu'il faut évoluer de façon graduelle. Pourquoi ne pas chercher à commencer par le bas, au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, et subitement vous vous levez et vous dites voilà, que vous voulez participer aux élections de haut niveau? Avant de répondre, je vais vous reposer cette question. C'est nous qui posons des questions. Oui, pourquoi vous ne demandez pas au président Talon, pourquoi il n'a pas commencé par le chef quartier avant de poser sa candidature pour la présidentielle 2016? Le cas de Talon, c'est prouvé qu'il est en contact avec les politiciens. Vous ne savez pas. Il y a plusieurs années. Lui-même l'a dit. Vous ne savez pas. Le candidat Talon l'a dit. Je viens de dire fait plusieurs chefs d'État. Donc nous avons fait presque les 10 ans du président Boni Yayi. Nous avons une expérience en politique. Pourquoi est-ce qu'on va aux élections législatives aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on trouve qu'on est assez mieux pour aller aux élections? Nous avons toujours été spectateurs joyeux ou malheureux du succès de nos aînés qui ne nous ont plus jamais fait le retour d'ascenseur. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'argent, hein. C'est une question de considération de ta base, de celui qui t'a permis d'accéder à un niveau. Vous êtes passé par une échelle.
Et c'est sûr que vous allez descendre par cette échelle. Mais si vous pensez un instant que celui qui tient l'échelle en bas là n'a aucune force, il peut retirer l'échelle et que là c'est un crash que vous allez faire. On parle même nos aînés pensent un instant que c'est comme un avion et on a besoin de toute la force pour aller dans les airs et qu'une fois dans les airs on peut couper le moteur. Ce n'est pas possible. Même quand l'avion décolle et qu'il est en l'air, et on voit l'avion en l'air, ce n'est pas par magie, c'est parce que les moteurs continuent de tourner. Mais on coupe le moteur, mais ils n'ont qu'à savoir que c'est un crash énorme qui les attend, si c'est comme ça qu'ils se comportent. Certes, nous jeunes, on se dit qu'on apprend, on continue toujours à apprendre. Mais on dit 2019, c'est un défi pour nous. Et ce défi, on le fait parce que le président Talon nous a donné l'opportunité d'aller vers ce challenge. Vous l'affirmez déjà, alors que nous parlons justement de ces législatives, le président Patrice Talon aurait recommandé, dans le cadre de cette volonté de renouvellement de la classe politique, de se réunir en bloc, mais vous estimez qu'il est favorable au renouvellement de la classe politique et donc que vous pouvez aller aux élections. Qu'est-ce que vous pensez des relations aujourd'hui qu'il a avec ces vieux briscards de la classe politique, à qui il a déjà donné, disons, la caution pour conduire ces fameux blocs lors des prochaines législatives? Et justement, ce sont les aînés dont vous parlez, avec lesquels vous êtes aujourd'hui dans une position de défi. Vous savez, le jeu démocratique demande à ce que quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que son vis-à-vis, on ne puisse pas l'empêcher d'aller à un examen. Le président Talon, aujourd'hui, quand nous, on discute avec lui, il nous dit, mais vous êtes mes jeunes, vous m'avez amené presque à ce fauteuil. Aujourd'hui, vous voulez aller à des défis. Je ne peux pas vous empêcher. Et je crois que c'est le même discours qu'il tient avec les aînés qui ont préféré faire des blocs. Et nous-mêmes, nous, on a été le premier bloc. Et avant qu'on ne parle même de système partisan, tout ça, la coalition Bénin en route, un regroupement de plusieurs partis, de mouvements de jeunes et d'associations pour vraiment aller aux élections. C'est notre premier test, les élections 2019. Et c'est sur la base de la programmation, on va faire le système partisan, que les aînés ont voulu maintenant se regrouper. Et je dis ont voulu parce que là, quand vous allez là, vraiment à la cuisine, vous allez comprendre qu'il y a toujours des guerres qui ne sont pas réglées. Parce que pendant... Dans les couvents, vous avez des preuves? Non. Ok, peu de temps, vous me direz. Et au sein de la coalition Bénin Haute, il y a-t-il pas... Non, nous, on n'a pas ce problème. Parce que je vais vous dire, même des anciens viennent, et parce qu'ils sont venus un peu tard dans un monde trop vieux, ils se disent, bon, ces jeunes-là ne veulent pas me laisser la place, donc je vais vous quitter. C'est arrivé. Je ne vais pas donner des hommes, mais il y a d'autorités qui sont venues rejoindre la coalition Bénin en route avec France et Tambour, et la presse a publié partout qui sont avec Bénin en route. Mais aujourd'hui, ils ont quitté Bénin en route pour une autre destination parce qu'ils n'ont pas trouvé leur satisfaction. Nous, on ne peut pas faire une organisation pendant longtemps et qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a refusé pour aller à cette organisation, c'est ce qu'on a refusé pour amener le président Talon au pouvoir. Qui l'eût cru? En ce temps-là, il y avait, si on dit, c'est les grands électeurs là, quand on dit le candidat de la mouvance d'alors avait les plus grands partis avec lui, on avait vu un instant que, bon, on peut baisser, on peut lâcher prise, qu'on ne peut pas gagner. Donc, seul le peuple souverain était avec nous et on a réussi. C'est comme ça que ce peuple souverain sera encore avec nous par la grâce de Dieu. Et vous verrez. Le président Talon a actuellement une majorité confortable de plus de 60 députés à l'Assemblée nationale. Au regard de l'impopularité de certaines réformes, peut-il vraiment conforter cette majorité en 2019? Quand vous dites qu'il y a impopularité des réformes, moi je me trouve toujours sceptique. Lui-même l'a dit. Oui, il a dit que lui ne veut pas faire du populisme. Donc, quand il fait une nation, c'est pour le bien de la nation
tout à tient. C'est pour le bien de la nation. Ce n'est même pas pour le bien du président. Quand vous analysez bien là, même quand on dit, par exemple, regardez la dernière fois, on dit aux gars d'aller faire les plaques d'immatriculation. Et les gens trouvent que c'est de l'acharnement, qu'il n'y a pas l'argent. Et on avait donné un moratoire. Même quand aujourd'hui le ministre donne encore un moratoire, ce n'est pas parce que le ministre a rebroussé chemin. Non, c'est parce qu'il a vu qu'arrivé là-bas, il y a beaucoup de monde, il y a des files d'attente. Qu'on a dit, ok, donc on peut encore laisser le temps. Mais si après 3 mois, les gens ne l'ont pas fait, alors que depuis près d'1 an, même au temps du régime de fait... 2 ans et demi. Oui. Donc vous comprenez que le Béninois aime rester dans la complaisance, ce qui n'est pas bien. Donc quand un jour, on ne se lève pas pour dire, bon, ça va, non, le Béninois ne va jamais faire. Si après les 3 mois, la police ne refait pas surface pour contrôler encore, vous allez voir que les gens ne vont pas toujours mettre de plaques et ça va toujours continuer comme ça. Vous avez dit que le ministre a fait sortir le communiqué parce qu'il y a eu de longues files d'attente. Oui, pourquoi ne pas créer les conditions pour permettre aux gens qui viennent vous payer... savez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, quand vous achetez une moto neuve aujourd'hui, la moto a déjà les frais d'immatriculation payés. Ça veut dire que vous avez jusqu'à prendre votre carte d'identité. Parce qu'on ne peut pas produire la carte grise pour la moto avant de vous la vendre. On ne sait pas X ou Y. Donc, quand vous payez la moto, on vous fait la facture. Vous annexez à la facture juste la quittance de douane et avec votre carte d'identité. Et vous allez à la DTT et on vous délivre votre plaque d'immatriculation et la carte grise de la moto. Mais trop souvent, les gens s'achètent leur moto. Ce n'est pas pour payer, je vous dis. Les gens achètent leur moto, ils vont tomber sur leur tôlerie tranquillement. Mais quand on a commencé par arrêter, ils vont là-bas juste, je veux prendre ma plaque, je veux prendre ma plaque, je veux prendre ma plaque. Mais pendant longtemps, vous n'avez pas fait. Ce n'est même pas payant. Mais c'est aujourd'hui qu'on a arrêté que vous faites. Donc, l'État n'a pas pensé un instant que même ceux qui achetaient de motos neuves là ne vont pas chercher les plaques. Parce qu'on s'est dit, les gens, on vous a déjà payé. Ce n'est même plus 15 000 là à payer. Vous avez déjà eu droit. C'est-à-dire, allez seulement avec votre carte d'identité. On ne vous prend rien. On vous donne seulement 12 heures. Après, venez chercher. Mais aujourd'hui, vous vous levez parce que c'est parce qu'on a arrêté. Peut-être votre plaque est là depuis. Vous allez voir, les plaques sont entassées à la DTT. Et même par jour, c'est peut-être 2 personnes qui vont venir. Donc aujourd'hui, parce qu'on a commencé l'opération, tout le monde couvert là. C'est ça qui a fait repousser le chemin. Et on a donné 3 mois. Et des gens s'écrivent que non, et de diminuer les 15 000. Je dis, soyons honnêtes. Ceux qui ont payé pour ça là, si on diminue aujourd'hui là, et ceux-là, ils sont les plus nantis de la République. Non. Non. Donc, on a ainsi abordé d'autres sujets d'actualité. Revenons rapidement à la politique, et droit. Le ministre de la Justice a demandé l'annulation de passeports ordinaires de 3 personnalités, dont 2 au moins sont connus comme étant de l'opposition, Léadi Soglo et Komi Kouché. À quelle fin et avait-on besoin d'en arriver là, M. Oswald Akpali? Oui, de ma place d'observateur de la vie politique, moi je ne suis pas juriste, je peux dire que un présumé a droit à la protection, à la sécurité. Et pour sécuriser, c'est l'État qui est le garant de la sécurité des personnes. Et quand quelqu'un est sous le coup des démêlés et avec la justice, il est de bon gré que le pouvoir en place ou l'administration ou l'État puisse veiller à sa sécurité. Pourquoi? Parce qu'au moment où la justice aura besoin de cette personne, il faudrait que l'État puisse mettre à disposition de notre justice, qui est une justice indépendante, qui n'est pas mélangée à l'État central, la personne en son temps. Je crois bien que c'est sur cette base. Moi, je dirais même que les services de renseignement doivent aller plus et savoir exactement où exactement ces personnes sont à quel moment donné. Parce que leur propre sécurité je vous dis, leur propre sécurité en dépend. Pourquoi? Parce que, voilà, on vous accuse de mauvaise gestion financière. On vous avait donné 25 francs. Je donne un exemple. 25 francs. Et
vous avez dépensé 15 francs, vous avez ramené 5 francs dans la caisse. L'audit a constaté que ces 5 francs que vous avez déposés dans la caisse, il reste autres 5 francs qui ne sont pas justifiés. Vous pouvez revenir et dire que les autres 5 francs là, j'avais donné ça à X ou bien Y. Mais quand Y voit que cette affaire est en train de péter, vous n'avez pas pris les 5 francs et que c'est sur ces 5 francs là qu'on veut vous interroger, peut entater à votre vie. Donc l'État a le devoir de vous protéger jusqu'à ce que la justice, jusqu'à ce que la justice puisse avoir la vraie version. L'audit n'avait pas eu l'information que vous avez laissé les 5 francs, autres francs à Y. Mais Y peut vouloir ententer à votre vie parce qu'il sait que quand vous serez devant la justice, vous allez vous laver les mains et dire que les 5 francs là sont avec Y. Celui qui vit aux États-Unis, dont le passeport ordinaire vient d'être annulé, par exemple, comment va-t-il rentrer? Non. Si le passeport est annulé, il va prendre l'avion comment? Dites-moi, donc vous pensez un instant que quand la justice va demander à ce qu'on ramène celui qui est à l'extérieur, on a besoin forcément de lui faire un passeport pour qu'il vienne quand c'est un mandat de voyage? Oui, je dis, quand la justice va demander, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est du ressort du gouvernement d'aller chercher cette personne et de le ramener et que pendant en ce moment-là, quand le passeport n'est pas annulé, le passeport est à la portée de la personne et qu'il peut circuler comme il veut et en ce moment-là, on ne pourra plus avoir accès à lui. Moi, je dis, vous savez... Quand vous dites que c'est pour la sécurité, on annule un passeport d'une personne. Où se trouve la question de sécurité ou la sécurité qu'on lui apporte? Non, vous savez, on est ici. Nous, on est peut-être néophytes de tout le système sécuritaire qui est mis autour de cette affaire. Mais un néophyte peut... Mais je vous dis que c'est pour raison sécuritaire d'eux-mêmes là qu'on en arrive là. Dans le même temps, on parle de procédure devant la Haute Cour de justice, on parle aussi de levée d'immunité parlementaire. L'opposition est seule visée. Il n'y aurait-il pas de l'acharnement politique? Quand on me pose souvent cette question, moi, je ne réponds pas le fait que le vent de la rupture est comme un couteau à double tranchant. Ne nous leurrons pas. Ceux qui sont à l'abri aujourd'hui, le soleil va encore passer, que peut-être on est à midi du régime du quinquennat du président Talon et que peut-être à 16h, vous voyez, le soleil était au zénith et que ce serait au crépuscule. Donc, n'allons pas dire aujourd'hui que la lutte est sélective ou bien qu'on touche que des opposants. Moi, je peux vous donner des noms d'opposants qui n'ont rien à se reprocher et qu'on ne peut pas toucher. Je n'ai pas révélé des noms ici, mais si vous fouillez, vous allez trouver qu'il y a des opposants qui n'ont rien à se reprocher et qu'on ne peut même pas toucher. C'est ça, le jeu démocratique. Ceux qui sont touchés sont de l'opposition. Oui, c'est pourquoi je vous dis que on est à midi de notre parcours. Ça signifie quoi exactement? Il y aura des gens du régime qui pourront être poursuivis. C'est possible. Vous ne pouvez pas rester ici et dire qu'on fait seulement la guerre contre les opposants. Non. Si l'opposant a quelque chose à se reprocher, c'est normal qu'on puisse lui demander des comptes. Ça, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour le président Talon. C'est parce que notre pays a été basé toujours sur de la fraternité. C'est-à-dire, quand quelqu'un pose un acte, on trouve toujours, c'est ton frère, c'est ton beau-frère, c'est l'ami de ta belle-sœur, c'est ci, c'est ça. Et ton ami du Nord, là, c'est son chauffeur qui a sa femme. Et comme ça, on n'évolue pas. Et on est toujours dans le statu quo. Et le peuple a toujours eu soif de vérité, mais n'arrive toujours pas à voir. Qu'est-ce qui vous fait dire que même après Talon, que ceux-là qui pensent les plus protégés aujourd'hui ne puissent pas avoir des comptes à rendre s'il y a un autre régime qui se lève et veut savoir? De toute façon, ce qui est certain pour le moment,
ceux qui sont on n'évolue pas sur de l'aléatoire. Quand vous dites pour le moment, c'est comme si vous n'avez pas une vision de l'avenir. Moi, je dis la vision de l'avenir du Bénin est radieuse si on travaille comme ça. Et c'est des études qui l'ont montré. Ça, c'est technique. Quand vous prenez les études à l'AFIA 2025, vous allez comprendre que si on ne passe pas par là, on n'ira pas vers la paix. On n'ira pas vers le développement tant souhaité. Si on prend le sens opposé, vous allez trouver demain des gens qui auront leur sandwich en train de manger, quelqu'un d'autre va venir arracher parce que lui n'a pas mangé il y a 3 jours, parce que lui s'est battu et il trouve qu'il est le dernier de la République. Très bien, nous allons passer maintenant, il nous reste moins de 10 minutes, nous allons passer aux toutes dernières questions de cette émission. Nous parlons rapidement de la gouvernance du président Patrice Guillaume Athanase Talon. D'autres aspects, vous nous l'avez montré, tout ce qu'il y a de bon jusque-là, il y en a certainement que vous n'avez pas encore évoqué. Qu'est-ce qui justifie, si vous pouvez nous le dire en quelques minutes, en moins de 2 minutes, qu'est-ce qui justifie, au-delà de ce que vous avez déjà dit, votre soutien encore au régime de Patrice Talon? Vous savez, après avoir contribué à l'élection du président, on s'est dit, en voyant le déroulé de son projet de société, on s'est dit qu'on doit le soutenir. C'est pourquoi on a mis en place le mouvement Talon doit réussir. Talon doit réussir, plus qu'un nom, c'est une injonction qu'on lance au peuple béninois pour dire que quand vous avez un enfant qui va à un examen, vous ne pouvez que l'accompagner à réussir. Vous ne pourrez jamais prier pour que cet enfant échoue. Quand vous priez pour l'échec de votre enfant, vous êtes pas plus qu'un sorcier. Donc, c'est pour cela que je dis, le président est une volonté divine ou un miracle de Dieu, c'est-à-dire que le peuple béninois a fait une demande à Dieu qui a agréé cette demande ou cette prière. Aujourd'hui, nous avons le président qui est là. Nous devons tout faire pour qu'il réussisse. S'il ne réussit pas son mandat, c'est en perte de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on grandit, on prend de l'âge. Et quand on prend de l'âge, on ne pense pas au recul, on pense à l'avancement. Et pour avancer, il faudrait que celui qui a l'option de diriger la nation puisse bien le diriger, puisse l'amener à bon port, pour qu'on puisse dire oui, nous sommes heureux d'avoir marché sur cette ligne. C'est ce que moi je voulais dire. Vous présidez le mouvement Talon doit réussir. Lorsqu'on se retrouve dans cette posture, on peut critiquer librement, même des gens de son propre camp. Que faut-il tout de même améliorer à la gouvernance actuelle pour obtenir une plus grande adhésion populaire? Oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je ne viens pas souvent sur les chaînes de radio ou télévision pour crier haut et fort que tout est parfait. Moi, je dis, pendant longtemps, le président s'est mis dans une situation du tonneau, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit et qui n'a pas besoin de bruit pour réussir. Mais aujourd'hui, lui-même a reconnu qu'en absence de la communication, il y a la désinformation, il y a l'intoxication. Et c'est une erreur qu'on est en train de corriger. Autre chose, vous avez vu ici qu'il y a lors du déguerpissement que le président est revenu dire que la manière dont ça a été procédé n'était pas la bonne. Donc, l'homme n'est pas un jusqu'au boutisme. Il ne se lève pas pour dire je fonce la tête baissée. Non. Il a bien la tête sur les épaules et il est un homme d'anticipation et il vise loin pour le Bénin. Et c'est ça ce qu'on veut pour notre nation. On ne veut pas une nation qui marche sur de l'à peu près alors qu'il y a un grand trou devant et qu'on pense un instant qu'on est dans la paix alors que demain tout de suite on va tomber dans ce trou. Il faut voir déjà des précurseurs qui voient qu'il y a un trou devant et qu'il faut faire attention. Si on doit passer par un autre côté, qu'on puisse passer au lieu de foncer tête baissée, tomber dans le trou et se lever et dire bon, on n'a pas pu atteindre.
Merci. Ce sera donc là votre mot de la fin, Oswald Akpali, jeune cadre de la coalition Bénin en route et plus précisément coordonnateur du mouvement Talon doit réussir. C'est vous que nous avons reçu au cours de cette émission Dimanche politique de ce 2 septembre 2018. Vous avez opiné notamment sur ce mouvement, sur les objectifs qui vous ont amené à le fonder et vous avez même fini avec cela. Vous avez parlé également de l'encadrement du droit de grève au Bénin. Vous l'avez peut-être un peu varié, mais vous êtes aujourd'hui favorable à ce que le droit de grève soit limité à 10 jours pour tous les fonctionnaires par an. C'est ce que proposent en tout cas les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Quant aux réformes du code électoral, les nouvelles réformes, vous les approuvez dans leur ensemble et vous pensez que cela devrait faciliter l'accession d'une grande frange de la jeunesse au Parlement lors des prochaines législatives pour lesquelles il ne fait plus de doute que vous êtes probablement candidat. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. C'est l'essentiel à retenir. Tranquille à 4 Benoît. Merci à vous, James William Gbaguidier. Ce sera tout pour ce numéro de Dimanche politique. En nouvelle diffusion sur Eden Télévision ce soir, ce dimanche, à partir de 21h sur Diaspora FM, la nouvelle radio africaine disponible sur la fréquence 102.3. C'est à partir de 22h. Et prenez le rendez-vous également mardi prochain à 21h sur Eden Télévision. Si vous avez raté tout ceci, prenez le rendez-vous sur Internet, sur notre chaîne YouTube Bénin Eden Télévision pour regarder à satiété ce numéro de Dimanche politique. Portez-vous bien et à dimanche prochain.